Bonjour Monsieur le maire. La ville existe depuis déjà de nombreux siècles, puisque la ville a démarré autour de son abbatiale, puisque les moines sont venus s'installer ici autour du 8e siècle, parce que le site prêtait à une dimension quand même divine par rapport à son lac, ses montagnes, et puis elle fournissait également de quoi se nourrir à ses moines. Donc le cœur de la ville s'est construit là dans son centre, autour de son abbatiale, en plein cœur de Nantua, par ces moines qui, au 7e et au 8e, ont investi les lieux. Au XIe siècle s'est construit d'ailleurs l'abbatiale, la fameuse abbatiale de Nantua, qui est classée monument historique. Et là, Nantua a pris une autre ampleur, avec les gens qui sont venus autour du monastère, en se construisant au fil des années. Vous voyez, on voit que les maisons s'étaient tournées tout autour de l'abbatiale, et la ville s'est construite vraiment autour de ce monument historique. Par la suite, on peut enchaîner avec le patrimoine gastronomique, puisque les moines aimaient ce lieu aussi parce qu'il leur fournissait de quoi se nourrir avec le lac, et puis se chauffer avec les forêts environnantes. Et puis également, donc, cette dimension gastronomique s'est traduite par cette fameuse quenelle de brochet sauce Nantua, qui est l'autre patrimoine important de la ville, qui est connu quand même dans le monde entier, et qui est rattaché quand même à cet environnement naturel extraordinaire qui était le lac. Patrimoine naturel autour de son lac, patrimoine aussi autour de ces montagnes qui enserrent ce lac, qui aujourd'hui est devenu le principal patrimoine, puisque dans sa dimension, c'est le patrimoine touristique aussi, puisque Nantua veut se situer comme porte d'entrée du patrimoine, porte d'entrée touristique du Haut-Bugey, pardon. Et aujourd'hui, eh bien, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est toutes les activités de loisirs autour du lac. C'est d'ailleurs pour cela que dernièrement, tous les aménagements depuis ces dernières années ont été faits autour de ce patrimoine naturel que la nature nous a permis d'avoir et que nous avons essayé d'aménager le plus possible pour attirer des personnes autour de ce patrimoine naturel. Ce qu'on peut dire également, c'est que Nantua s'est positionné dans la stratégie du Haut-Bugey agglomération comme une station de trail. C'est-à-dire qu'on peut partir du centre de Nantua, de l'Office du tourisme du Haut-Bugey, et on a marqué tout un ensemble de parcours que vous pouvez suivre sur GPS pour tourner tout autour de son lac. On peut faire le tour du lac. D'ailleurs, ce tour s'appelle le tour Xavier Thévenard, qui est quand même la figure emblématique, en tous les cas, de Nantua, puisqu'il y est né, il s'est entraîné, il y a vécu dans ses années de jeunesse, il a fait sa scolarité. Et aujourd'hui, on en a fait un patrimoine de sport de pleine nature sur lequel on voudrait positionner notre territoire du Haut-Bugey, toujours par cette montagne accessible, et puis activité de pleine nature, parce qu'on a des forêts, des lacs. Je voudrais rajouter autour du lac de Nantua, vous avez aussi le lac Jonin, le lac de Samonia, le lac Silan. Donc c'est un peu le mini-Canada, je veux dire en France, qui est très intéressant, en tous les cas, exploité d'un point de vue tourisme. Et on a fait du trail et de la randonnée, de la marche nordique, l'outil majeur, en tous les cas, en termes de communication sur ce territoire. En 1940, c'est une toute autre histoire. Et au début des années 80, d'anciens résistants et déportés ont eu l'envie de fonder un musée. Et cette prison a été mise à leur disposition. Alors, l'association ici sur Nantua, l'association des Amis du musée, qui est la fondatrice de ce musée, qui existe encore aujourd'hui, a fait valider le choix de Nantua aux élus et aux associations, ce qui fait que tous les dons d'objets vont converger ici vers Nantua. Alors dans ce nouveau musée rénové, tout le discours est centré sur l'Ain dans la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un habitant de ce département voyait et vivait au quotidien des événements. Donc tout le rez-de-chaussée est consacré aux années 1939-1942 et l'étage aux années 43-44, sortie de guerre et construction de la mémoire après-guerre. Donc on a différentes thématiques abordées. Vous avez d'abord une carte en relief qui resitue le département de l'Ain en 1939, les principales activités et surtout les principaux événements jusqu'à fin 1942. Toute une partie sur la vie quotidienne sous l'occupation avec une très belle collection, un gazogène notamment qui provient d'Hauteville, une bicyclette à ressort, les cartes étiquettes de rationnement et toutes sortes d'appareils qui servaient à fabriquer des produits de remplacement.
Toujours au rez-de-chaussée, vous avez 3 cellules consacrées au début de la résistance dans l'Ain, l'histoire des mouvements combat, libération et francs-tireurs, mais également une partie sur la naissance de l'armée secrète et l'unification de la résistance. Et nous avons d'ailleurs la chance d'avoir dans nos collections le pistolet du général Delestraint. Alors ici, vous avez la tenue emblématique des maquisards de l'Ain, qui est composée d'un blouson des chantiers de jeunesse, d'un pantalon des chantiers de jeunesse. Alors pourquoi cette tenue emblématique ? Eh bien, parce qu'en septembre 1943, les résistants vont aller attaquer ces chantiers de jeunesse pour récupérer des vêtements neufs, des chaussures neuves. Et cette tenue, elle est emblématique puisqu'on la retrouve dans la tenue que portent les jeunes qui ont défilé le 11 novembre 1943 à Oyonnax. Alors pourquoi ils ont revêtu ces blousons des chantiers de jeunesse ? Eh bien, pour vraiment apparaître comme une armée de l'ombre. Ils n'avaient pas d'uniforme, seuls les officiers avaient leurs uniformes. D'ailleurs, ils vont revêtir leurs uniformes. Et tous les jeunes vont mettre ces pantalons verts des chantiers de jeunesse, ces blousons de cuir, pour paraître comme une véritable armée de l'ombre, puisque la propagande les montrait comme des voyous. Et l'objectif de ce défilé, c'est de montrer justement qu'ils étaient une vraie armée prête à combattre. Aujourd'hui, nous n'avons plus de témoins. Pendant très longtemps, ici au musée, des témoins ont témoigné directement devant les élèves. Aujourd'hui, malheureusement, eh bien, ils disparaissent. Mais le musée a beaucoup collecté de témoignages et nous avons créé toute une série d'activités où nous intégrons d'ailleurs du témoignage présenté aux élèves. Et la nouvelle muséographie présente toute une série d'outils de médiation relativement attractifs avec des bornes interactives où on présente des témoignages, mais des explications également, des cartels sur certains objets. Beaucoup d'élèves qui viennent en visite au musée, la plupart ce sont des troisièmes, donc des jeunes qui ont 15 ans, mais nous avons également des primaires. Eh bien, on les voit revenir au musée quelques années plus tard en visiteurs individuels. Et puis, de plus en plus souvent, nous avons des familles aussi qui sollicitent le musée pour des recherches sur un descendant de la famille qui a été résistant ou qui a été déporté. Et nous collectons encore aussi beaucoup de documents. Nous avons encore régulièrement des dons de familles qui transmettent un certain nombre d'objets. Un musée à découvrir absolument dans le Haut-Bugey, mais aussi un territoire à découvrir. Le Haut-Bugey, c'est la partie sud des montagnes du Jura. On est dans le massif du Jura. Et le Haut-Bugey, c'est situé dans l'Ain, mais ça a les caractéristiques, le relief des montagnes du Jura. Le plateau d'Hauteville vient juste d'intégrer la commune nouvelle du Haut-Bugey. Eh bien, écoutez, ça enrichit l'offre touristique parce qu'ils ont un volet tourisme de pleine nature qui est assez important, y compris un volet hiver, un volet été aussi avec des activités de loisirs telles qu'un parc Acrobranche ou bien un espace VTT. Donc nous, ça nous rend plus forts et plus riches, donc c'est très important. Ils ont une offre d'hébergement aussi typée nordique, ski nordique, typée montagne, donc on gagne en altitude, on devient une destination 4 saisons vraiment plus attractive. On a eu quelques manifestations sportives qui ont dépassé le cadre et les frontières des destinations, des territoires administratifs. Et donc ça crée et ça préfigure de coopération touristique en matière de tourisme intéressante. Après le sport, le réconfort, grâce à la spécialité culinaire de Nantua, la fameuse quenelle. Quand on voit ce que vous fabriquez, je dirais que vous êtes l'image de Nantua. Tout à fait. Nantua, sans vous, ça n'existe pas. Oh ben, faut pas exagérer quand même. Mais Nantua, oui, la sauce Nantua, c'est vraiment le produit de Nantua. La sauce Nantua qui est connue mondialement. Donc, pas de conservateur et pas de colorant. Voilà, tout naturel. Quand les moines sont venus s'installer à Nantua, les moines ne s'installaient pas n'importe où. Et ils s'installaient où il y avait de l'eau, où il y avait de quoi, des poissons, tout ça. Donc c'est eux qui ont aussi fait la quenelle. La Plastic Valley est proche, mais elle sait recycler ses déchets d'une façon originale. Aujourd'hui, je sais bien qu'on est là pour parler de vélo,
Mais les oui. vôtres, ils sont un peu spéciaux quand même. C'est des produits recyclés. Alors, c'est des vélos qui sont faits avec des bouchons de bouteilles en plastique qu'on a recyclés et qui, donc, en sortie, sont injectés pour faire des vélos de différentes couleurs et qui sont donc un peu tous collector. L'objectif, c'est de montrer qu'avec du plastique, eh bien, on peut faire des belles choses. Et puis, il suffit de se donner un petit peu de, je dirais, d'imagination, etc. Et puis, on fait rêver les enfants. Alors, vous voyez, donc l'objectif, c'est de montrer que le plastique, eh ben, ça peut faire des choses intéressantes. Voilà. Mais vous les vendez, ces vélos? Non, ils ne sont pas vendus, ils sont vous donnés. les offrez, Non, on les offre. Hein. C'est un peu votre image de marque. Et depuis ce matin, oui, tout à fait, c'est pour montrer, pour revaloriser la Plastic Valley, pour valoriser l'AEPV, pour valoriser le plastique, parce qu'à l'heure actuelle, le plastique a une très mauvaise image, mais c'est pas normal, Le plastique, c'est fantastique, je vous le répète. Hein, donc, du moment qu'on le recycle et qu'on le jette pas. Et les gens ici, ils viennent chercher un petit vélo et puis ils sont contents parce qu'ils partent avec quelque chose qui est fait avec ce qu'ils ont l'habitude de manipuler tous les jours. Voilà, donc, c'est super, une belle action. Merci. Voilà. À votre service.